On va peut-être commencer. Oui. Je suis en partage d'écran, je vois pas si oui, s'il y a du monde qui arrive. J'arrive pas à voir non plus. Bonjour à tous. Il y a quelques messages, donc je pense qu'il y a plusieurs participants qui sont arrivés. Bonjour, voilà. Bon, écoute, je propose qu'on commence dans ce cas-là. Eh bien, écoutez, bonjour à tous et bienvenue donc sur ce webinaire Hublot. Donc, on va se présenter rapidement. Donc, moi, je suis Agathe, je suis la cofondatrice d'Hublot et je m'occupe plutôt de la partie produit. Et je vous présente Patrick, qui est partenaire d'Hublot par l'entreprise Verton. Patrick, est-ce que tu veux nous expliquer un peu qui est Verton ? Oui, bien sûr. Donc, Verton, on a un cabinet de conseil en stratégie et management spécialisé en transformation et expérience client. Donc, on intervient sur le secteur des services de manière large. Depuis maintenant 23 ans, on est 180 consultants. On intervient sur tout le secteur des services, l'immobilier bien entendu, mais également l'énergie, l'environnement, secteur postal, tous les secteurs des utilities. Et on accompagne l'ensemble des directions expérience client, relations clients et transformation pour aider les entreprises à mieux adresser ce sujet important de l'expérience client et de la relation client. Et dans l'immobilier, on intervient plus particulièrement au sein des bailleurs sociaux, bailleurs privés. Enchanté. Voilà, enchanté. Et du coup, nous, on est Hublot. Donc, Hublot, c'est un logiciel de gestion locative qui est à destination des grands bailleurs, notamment les bailleurs sociaux, et qui propose plusieurs interfaces, une interface pour le gestionnaire, mais aussi une interface pour le résident, de manière à l'accompagner dans son parcours utilisateur. Voilà. Et on a une troisième interface qui est un site web pro qui est plutôt à destination des prestataires de services ou des gardiens. Voilà pour la présentation des entreprises. Et donc aujourd'hui, on est rassemblés tout simplement pour parler donc de la relation client. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que la relation client au sein d'un bailleur social ? Il faut savoir que
la relation client, c'est l'un des facteurs clés de la satisfaction client et surtout de la différenciation vis-à-vis des autres acteurs du marché. Et qui dit satisfaction client dit bien sûr augmentation du revenu de l'entreprise. Il faut savoir que si un habitant a eu une expérience client agréable, il va être 87% plus favorable à recommander l'entreprise à d'autres personnes, notamment à d'autres clients. Il pourrait devenir plus fidèle, avoir soit des baux plus longs, soit éventuellement avoir des renouvellements d'expérience. Et on constate une augmentation de 2,5 au niveau des revenus que peut générer une personne qui est satisfaite de l'expérience qu'elle a vécue. Et donc, c'est quelque chose c'est vraiment la pièce maîtresse qui fait que la satisfaction d'un client, d'un résident, mais aussi éventuellement d'un collaborateur, c'est un des enjeux qui va lui permettre d'avoir le plus d'impact sur l'efficacité de l'expérience client et du coup l'amélioration du service offert par l'entreprise. Et ça devient d'autant plus essentiel parce qu'il y a énormément de changements de comportement et de changements de mode de consommation. Et du coup, ça devient de plus en plus important. Il faut savoir que ce qu'on observe aujourd'hui, ça va être le développement de l'instantanéité et du conversationnel. On exige maintenant souvent des réponses qui sont... On a envie que la personne nous réponde tout de suite quand on a une question. C'est notamment, par exemple, dans le cas d'un bailleur, pour prendre l'exemple, c'est savoir est-ce que le logement est disponible. En fait, on a envie de le savoir tout de suite. Quand on signale une fuite, on a envie de savoir tout de suite qu'il y a une prise en charge. On va avoir des clients qui vivent tout autour d'eux, que ce soit dans leur consommation habituelle, dans les centres de grande distribution, etc., les services qu'ils utilisent. En fait, ils vont rencontrer beaucoup d'expériences clients et du coup, ils vont pouvoir les comparer et ils vont s'attendre à un niveau d'exigence qui est le même partout, que ce soit sur Netflix, chez Ikea, à Leroy Merlin ou à Carrefour. Ils s'attendent à ce qu'ils soient considérés et que, par exemple, l'entreprise soit disponible pour leur répondre et satisfaire leurs besoins. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, dans le cas d'une relation bailleur-résident, on va avoir besoin de réponses d'experts tout de suite. Quand j'ai une question sur mon dossier, quand j'ai une question sur mon logement, j'aimerais avoir une réponse tout de suite et une réponse qui ne soit pas vague. J'aimerais aussi que ça puisse être omnicanal, c'est-à-dire que si je vous contacte, si j'ai besoin de contacter, je puisse le faire sur le support qui m'est le plus adapté à moi en tant que consommateur. Si je suis, par exemple, plus favorable au mail, que mon mail puisse être répondu, si je suis plus à l'aise au téléphone ou par carrément SMS, WhatsApp ou autre, que ça puisse être également possible. Et quand on parle justement de SMS, WhatsApp, on parle aussi des plateformes sociales, c'est-à-dire aussi pouvoir avoir des réponses de groupe et des réponses sur des canaux qui ne sont pas forcément ceux dont on a le plus l'habitude, qui sont des canaux, par exemple, il y a beaucoup plus de gens maintenant qui postent des questions directement sur les commentaires Google. Voilà, typiquement. Et du coup, l'aspect négatif de cette chose, c'est que du coup, une réponse mal répondue ou un avis négatif peut beaucoup plus facilement se répandre au niveau du bailleur et du coup détériorer par extension les expériences clients des prochains clients. Et donc, si on parle de l'autre pan, donc l'exigence croissante des clients, l'idée, c'est que on a tout le temps envie, en tant que client, d'être surpris, d'être émerveillé par... alors, peut-être émerveillement est peut-être un peu fort, mais on a envie, en fait, d'avoir une expérience qui est une expérience très satisfaisante et d'être surpris de la satisfaction qu'on en reçoit. C'est-à-dire qu'on soit surpris que la personne ait trouvé facilement la réponse qu'on cherchait et de l'avoir eu tout de suite. Et l'idée, c'est que, comme je vous disais, un client est confronté à un ensemble de services clients, un ensemble de pratiques au sein du marché, qui ne sont pas seulement celles du logement, mais à plus grande échelle. En fait, il va comparer. Et l'idée, c'est qu'il va avoir ses préférences. Et donc, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener deux choses. Un comportement ambivalent des individus, donc ça, c'est vos locataires, difficile à appréhender, et un rôle de plus en plus déterminant des collaborateurs au sein de votre entreprise. Donc, si on creuse, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que l'idée, c'est que déjà, une personne, quand elle est en demande de réponse, en fait, il faut respecter son mode de vie. C'est-à-dire qu'elle ne va pas vouloir avoir à faire des efforts ou à changer des choses pour réussir à avoir une expérience satisfaisante. En tout cas, dans une moindre mesure. Et du coup, il faut aussi s'adapter à ses préférences. Donc, à s'adapter, par exemple, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui seront très à l'aise au téléphone, d'autres qui n'apprécieront pas du tout. Du coup, si on oblige tout le monde à téléphoner, en fait, ça va créer de la frustration et ça va créer de l'inconfort. Et donc ça, c'est vis-à-vis de l'individu, donc le demandant et donc le répondant. Lui, donc vos collaborateurs, l'idée, c'est qu'eux, ils vont avoir des engagements humains, c'est-à-dire qu'ils vont prendre du temps pour faire en sorte qu'une autre personne puisse avoir sa réponse. En fait, là aussi, dans le fait d'amener cette expérience à l'autre, ils vont déjà avoir à se confronter donc, à d'autres humains, à de l'altérité. Et donc, il va y avoir une espèce d'engagement, un engagement qui est propre à soi, de se dire, ok, j'accepte de faire l'effort pour l'autre. Et du coup, j'aimerais que cet effort soit reconnu au sein de mon entreprise. Et aussi, la quête de sens. C'est-à-dire qu'il y a des collaborateurs chez vous, principalement chez les bailleurs sociaux, qui ont normalement énormément d'empathie et d'affinité sociale. Ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte, parce qu'en fait, c'est des collaborateurs qui seront valorisés quand ils arrivent à aider des personnes qui ont ce genre de besoin. Là, Patrick, je te laisse peut-être reprendre la main pour présenter l'étude que vous avez menée. Oui, effectivement, on a mené une étude cette année pour identifier quelles étaient, on va dire, les attentes majeures des clients ou des usagers sur un grand nombre de secteurs et savoir comment les entreprises y répondaient à ces attentes. Donc, on a vraiment regardé un nombre de secteurs assez large, que ce soit la distribution, les télécoms, mais également le tourisme, l'automobile, pour pouvoir avoir un panel assez large avec des marques aussi qui sont assez connues et reconnues des Français. Je pense à Picard, à Decathlon, mais il y en a d'autres, et pour lesquels il y a des bonnes pratiques qui peuvent être intéressantes au sein de l'ensemble des secteurs. Et on a regardé aussi un certain nombre de bailleurs sociaux, qu'ils soient OPH ou OSH, qu'ils soient locaux ou plutôt nationaux, pour voir par rapport à ces attentes majeures qu'on va vous décrire dans quelques instants avec Agathe, comment le monde des bailleurs sociaux aujourd'hui y répond, avec quelles initiatives et comment ça peut vous inspirer, vous, en tant qu'acteur de ce marché-là, pour l'amélioration et l'évolution de vos politiques de relations clients. Alors, on va se concentrer maintenant sur les 5 étapes clés de la relation client. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'avoir une relation client ? Globalement, donc, il y a 5 piliers. Le premier, c'est la cohérence. C'est le fait d'avoir une image de marque qui est véhiculée de la même manière sur différents canaux et vis-à-vis de n'importe quel interlocuteur, que le message soit toujours le même, pour pas qu'il y ait de dissonance, tout simplement, dans le message. Il va y avoir aussi l'accessibilité du message, c'est-à-dire qu'il puisse être facilement compris et qu'il atteigne facilement sa cible et qu'il soit facilement compris. On va aussi assister là-dedans, on va rentrer un peu plus dans le détail après, mais sur le fait que l'utilisateur veut de l'autonomie dans le fait d'accéder à une information. On va parler aussi de la réclamation. Alors là, c'est le cas où il y a un problème. Quand on apporte un problème sur la table, qui n'est pas juste une question, mais vraiment un problème, on aime, en tant que consommateur, on aime quand il est résolu rapidement et efficacement. Il va y avoir donc le renseignement, qui là, cette fois-ci, c'est pas un problème, c'est plutôt on a une question. Là, l'idée, c'est d'être conseillé rapidement aussi. Il y a toujours une question de vitesse, mais il y a surtout une question, là encore, d'efficacité, mais là, dans ce cas-là, c'est plutôt même de la pertinence, le mot qui serait adapté, amener la bonne information au bon moment, et cela sans trop d'intermédiaires. Et le dernier pilier, du coup, c'est la considération, le fait, en tant que client, de se sentir considéré, c'est-à-dire que quand on a un problème, que notre bailleur soit à l'écoute, qui nous amène une réponse qui soit personnalisée à mon cas précis, et surtout que je me sente en confiance, je me sens accompagnée et pas simplement on a noté ma demande sur un bout de papier et puis j'ai pas eu de suite, quoi. Patrick, tu veux compléter peut-être ? Ouais, en fait,
tous ces mots-là sont assez simples, intellectuellement, c'est pas compliqué. La difficulté, c'est dans l'exécution, dans n'importe quel secteur. C'est est-ce qu'on arrive effectivement à mettre en place toutes les conditions pour pouvoir atteindre la cohérence, la capacité à bien répondre aux réclamations, être accessible et considérer les clients, sachant que l'enjeu majeur de la relation client, c'est de créer les conditions de la confiance. Parce que quand tout se passe bien, c'est facile dans la relation, qu'elle soit client ou même personnelle. La difficulté, c'est quand les choses se passent un peu moins bien. Comment est-ce qu'on garantit qu'on va faire confiance au client et que le client peut nous faire confiance? Donc, tous ces mots-là servent à nouer la confiance et puis, bien sûr, être efficace et rapide dans la capacité à résoudre des problèmes. Voilà. Et on va le voir ensuite avec Agathe. C'est plus ou moins compliqué, même si intellectuellement, ces 5 mots sont assez faciles à comprendre. Alors, je vous propose qu'on rentre un peu plus dans le détail de chacun des 5 piliers. On va commencer par l'accessibilité, parce que c'est finalement le plus simple à envisager. Alors, donc, comme je vous disais, alors je ne vois pas les questions. Emma, je ne sais pas si tu es là. Je ne vois pas de questions, là, c'est surtout des bonjours. Ah, pour l'instant, on n'a pas de questions. Ok. Donc, quand on parle d'accessibilité, alors l'idée, c'est qu'en fait, comme je disais, l'idée, c'est d'avoir l'information la plus simple et la plus accessible possible pour que l'utilisateur n'ait pas de barrière pour y accéder. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si je recherche une information sur comment, mais des choses toutes bêtes, vraiment, comment contacter, par exemple, contacter mon bailleur, tout simplement. En fait, je n'ai pas à chercher l'information plus que ça, elle m'arrive assez vite. Ou en tout cas, si j'ai à la chercher, je sais comment aller la chercher et je sais quels sont les moyens pour y arriver. Donc là, si on rentre dans les cas un peu plus spécifiques, l'idée, c'est de mettre en place des plateformes, alors ça peut être des FAQ, ça peut être plusieurs systèmes qui permettent aux utilisateurs d'accéder facilement à quelque chose et de résoudre lui-même une bonne partie de ces questions. Donc, par exemple, si on prend l'application Société Générale, l'application mobile, en fait, vous pouvez, de manière autonome, réaliser, ça vaut pour plusieurs banques, mais réaliser plusieurs actions du quotidien, consulter vos comptes, ajouter un bénéficiaire, réaliser un virement, etc., sans avoir à contacter la banque, sans avoir à contacter un conseiller, sans avoir à, en fait, là encore, affronter l'altérité. Vous êtes en autonomie et vous pouvez, du coup, faire des actions qui sont simples, mais qui vous permettent de vous simplifier la vie. Et surtout, vous pouvez le faire de manière autonome, et ça veut dire aussi, du coup, à n'importe quelle heure, ça veut dire aussi dans n'importe quel moment, là où vraiment vous en avez besoin, ou simplement quand vous voulez, vous. Que ce soit un dimanche, que ce soit en pleine nuit ou autre. Si on prend un autre exemple, on peut prendre l'exemple de Decathlon, qui eux, donc là, c'est un service client plus habituel, donc vraiment un service client, un call center, tout ce qui est plus classique, c'est-à-dire avec des horaires. Par contre, pour y accéder, déjà, dès la page d'accueil du site, vous avez l'accès ici, qui est vraiment mis en exergue. Vous avez une question, il y a une proposition d'action. Et là, on va vous proposer plusieurs choses. On va en fait, pour la même question, vous proposer plusieurs moyens de résolution. Soit vous regardez dans les questions fréquentes, parce que ça se trouve, il y aura déjà la réponse. Vous pouvez aussi contacter un magasin en particulier, contacter le service client. Donc là, quand on clique là-dessus, il y a encore plusieurs possibilités. On peut faire par chat, par téléphone, par message, par mail. Il y a plusieurs choses. Et enfin, carrément, ils mettent à disposition des manuels de montage et d'entretien de réparation pour les équipements qu'ils vendent. Voilà. Ça, c'est des exemples qui sont hors bailleurs sociaux. On va rentrer maintenant un peu dans des choses qui sont mises en place par des bailleurs. Patrick, tu veux prendre le relais sur... Oui, chez les bailleurs, il y a beaucoup d'exemples. On n'a pas le temps de tous les citer, mais on en a deux qui étaient intéressants, avec Paris Habitat qui a mis en place un chatbot qui est disponible du coup 24/24 pour répondre aux questions des locataires. Donc un nouveau canal qui se met en place petit à petit dans les entreprises et y compris dans votre univers. Et également le centre de contact client de CDC Habitat qui est joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour aider les locataires. Donc là, c'est deux initiatives. Ce qui est intéressant, c'est de voir que de plus en plus d'entreprises, que ce soit dans votre secteur ou dans d'autres secteurs, testent
des nouveaux canaux de contact. Aujourd'hui, la moyenne, on est entre 6 et 7 canaux de contact par entreprise vis-à-vis des clients. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ensuite comment les clients réagissent par rapport à ça, parce que certains clients vont préférer le téléphone, vont préférer le contact physique, vont préférer l'email ou le SMS. Donc, ça dépend bien sûr des typologies de clients, de leur capacité à bien utiliser les technologies. Et dans votre environnement, il y a une grande diversité. Et puis, ça dépend aussi des moments que l'on vit. Il y a des moments où on préfère tout simplement être sur une application mobile et d'autres moments où on préfère être au téléphone. Donc, c'est bien sûr dépendant de sa personne, de son âge et de sa connaissance. Et ça dépend des moments de la journée et de notre capacité à pouvoir être en relation directe. Ouais. On peut aussi parler du fait qu'un chatbot, on sait que c'est limité. Hein. On sait que ça ne va pas amener 100% des cas de résolution. Mais ce qui est intéressant, par exemple, dans cette démarche-là, mais on peut en citer d'autres, c'est que le chatbot va dire en fait, j'ai pris en compte votre demande et on revient vers vous. Et en fait, rien que le fait, quand on dit que la personne elle a besoin d'être considérée, d'avoir accès à l'information, etc., il y a des fois, c'est juste lui dire en fait, là, on ne l'a pas. Mais par contre, on a noté qu'on devait revenir vers vous. Et ça, c'est important et un chatbot peut le faire à n'importe quelle heure. Alors, si on passe maintenant au deuxième pilier, donc, qui est la considération. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a besoin, en tant que client, de se sentir reconnu et accepté et non pas de se sentir gênant, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'il veut qu'on lui fasse confiance, c'est-à-dire que quand il amène une question, on ne le prenne pas pour un idiot et surtout, en fait, on considère que son problème est vraiment un problème. Et il veut aussi se considérer comme un partenaire, parce que la plupart du temps, il veut pouvoir... en fait, s'il vous amène une question, c'est peut-être aussi que... ça peut vous êtes favorable et vous permettre de dire que si lui a une question, c'est peut-être que tout le monde a la même question. Donc, il y a une volonté de la part du client d'être accepté, reconnu, mais surtout aussi, en fait, sentir que son problème n'est forcément, bien sûr, est un cas isolé, mais peut aussi vous aider et aider d'autres personnes. Patrick, je te laisse prendre le relais. Ouais, ce qui est intéressant dans le monde des bailleurs sociaux, c'est que par rapport à d'autres environnements, il peut y avoir des niveaux de dépenses par client qui sont très différents. Et il y a des entreprises qui peuvent segmenter leur relation client en fonction du niveau de dépense des clients, en se disant je vais prendre davantage de temps et davantage d'attention ou davantage de priorisation par rapport à des clients qui sont plus importants que d'autres. Je pense que dans votre environnement, et c'est pareil dans le transport public ou dans d'autres environnements où il y a énormément d'usagers ou de clients, d'avoir des niveaux de réponse et des niveaux d'attention qui soient relativement proches pour l'ensemble des clients, tout simplement parce qu'on est dans un environnement qui est social ou dans un environnement où il y a beaucoup de clients et finalement la reconnaissance ou la valeur que l'on souhaite obtenir de la part d'une entreprise, elle est tout aussi importante. Donc, là encore, on a quelques exemples. Je vais prendre le cas de Decathlon, puis je te passerai la main après sur Paris Habitat. Au niveau de Decathlon, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, quand on achète un objet chez eux, on a 1 an pour le ramener et pour le changer, si jamais celui-ci est défectueux. Et ça, sans justificatif, on vous croit. Vous l'avez acheté, vous avez juste une preuve d'achat. En fait, pas de souci, il fonctionne plus, on vous croit. On va pas avoir besoin de vérifier que l'appareil est vraiment en panne. On va pas avoir besoin de vérifier que c'est bien cette carte bancaire-là qu'il l'a acheté, etc. C'est vraiment, vous avez acheté quelque chose, c'est défectueux. De toute manière, on vous croit sur parole parce que, justement, on vous considère comme étant, par défaut, quelqu'un d'honnête. Sur Paris Habitat ou Colissimo, il y a la notion de transparence. Donc, Paris Habitat, il y a la charte qui régit les processus d'attribution des logements qui est accessible à tous. Chez Colissimo, comme dans d'autres acteurs d'ailleurs du e-commerce, on a un grand nombre d'informations qui est donné sur le suivi de ces colis. Vous le vivez en tant que client de ces entreprises-là, peut-être. La transparence, elle permet tout simplement de réduire l'anxiété des personnes. Et donc, elle est importante pour pouvoir nouer la confiance. Si on revient aux enjeux de la relation client, nouer la confiance, la transparence, elle permet de nouer la confiance parce qu'on va diminuer l'anxiété en donnant de l'information régulièrement.
Ça ne veut pas dire tout dire. La transparence, c'est pas non plus se mettre à nu, mais c'est néanmoins pouvoir fournir les informations aux clients ou aux usagers ou aux prospects qui vont leur permettre de se sentir en confiance parce qu'ils sauront comment ça se passe et quelles sont les réponses qu'ils peuvent avoir. Ça va communiquer aussi une idée d'honnêteté de l'interlocuteur, qui est toujours plus agréable. Exactement. Moi, je te laisse continuer. On a après deux, trois exemples de bailleurs sociaux qui ont mis en place des éléments qui nous paraissaient intéressants dans la logique de transparence et de considération. Donc, c'est des ancêtres de satisfaction, effectivement, chez Abélis, pour pouvoir tout simplement avoir des retours sur la manière dont les locataires vivent la qualité de service qui est rendue, afin de pouvoir améliorer les choses. Donc là, on a cet exemple-là. Et on a ensuite derrière également les exemples de 3F qui a mis en place plusieurs choses, des associations qui représentent les locataires, et quand vous allez sur leur site, ces associations sont facilement repérables et accessibles pour les locataires afin que ceux-ci puissent tout simplement échanger avec ces associations pour remonter les points positifs, les points d'amélioration. Et ensuite, les associations ont pour rôle de pouvoir remonter ça aux bailleurs sociaux, aux bailleurs social. Et il y a également tout ce qui est plan et conseil de concertation locative afin de pouvoir aussi donner de l'information, notamment sur les conseils de concertation locative, aux locataires sur les logiques de réinvestissement et tout simplement d'actions qui vont être menées par le bailleur dans les prochains mois ou les prochaines années. Donc ça donne une transparence et ça permet aussi aux uns et aux autres de s'exprimer. Donc vos locataires vis-à-vis de vous et vous vis-à-vis de vos locataires. On est dans un échange qui permet de nouer davantage on va dire de contact et tout simplement de créer ou de renforcer cette confiance entre le bailleur et ses locataires. Alors, je propose qu'on continue. On va parler donc de la réclamation et du renseignement. Donc, deux niveaux d'attente différents dans la demande, mais deux demandes quand même. Donc, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit en introduction, il y a un des sujets principaux qui est la vitesse. On a besoin d'avoir rapidement une réponse. Et ensuite, il y a une question d'efficacité, de pertinence de l'information qui est donnée. Parce qu'en fait, mais vous aussi, hein, je suppose, quand on va prendre l'exemple de la Poste, quand vous avez juste une question, on vous envoie vers 3 interlocuteurs, en tout cas, expérience vécue. C'est toujours assez satisfaisant. On a l'impression de perdre son temps. On a l'impression aussi, tout simplement, qu'on ne va pas y arriver. On ne va pas avoir notre réponse. Et ça, c'est quelque chose qui frustre énormément le client. On s'attend de plus en plus, en tant que consommateur exigeant, à avoir une réponse immédiate et, si possible, la bonne information. Donc, bon, on reprend l'exemple de Decathlon, qui est quand même assez bon dans la relation client. Eux, ils vont avoir une logique où il y a des spécialistes de chaque sport qui vont permettre de répondre à la demande de clients. Donc, par exemple, si jamais vous êtes cycliste, vous avez une question relative à des vélos, en fait, il va y avoir un expert du cyclisme qui va pouvoir du coup vous conseiller et surtout vous présenter les articles de sport relatifs à ce sport de manière plus détaillée que quelqu'un qui serait juste vendeur tout rayon, quoi. Et donc ça, c'est au niveau du renseignement. Et au niveau de la réclamation, mais en fait, ils ne mettent pas de barrière. Vous avez le droit de déposer une réclamation, c'est tout simple. Il vous suffit de venir en magasin ou d'aller sur le site internet. Et il y a énormément de conditions de remboursement. Vous avez, par exemple, ils ne font pas d'avoir, ils font des vrais remboursements, des remboursements sur carte. Mais après, on a pris l'exemple de Decathlon, mais Leroy Merlin fait la même chose, de manière à ce que, au moins, la question de l'argent soit réglée. La question de la mauvaise expérience que vous avez eue avec votre produit n'est pas forcément réglée, mais au moins, la question de l'argent, elle est réglée, et du coup, ça apaise le débat, de manière à ce qu'on puisse, la relation puisse reprendre sur une bonne entente. Et vas-y, je te laisse peut-être. Et donc l'autre exemple, un exemple bailleur, effectivement, de Inolia, qui a obtenu un label, effectivement, Livia, que vous connaissez peut-être ou certainement en 2022, pour la qualité de service apporté aux clients et notamment autour de ce qu'on appelle les moments de vérité ou les moments clés de la vie des locataires.
Donc, c'est bien sûr l'entrée dans les lieux, c'est la vie dans le logement, c'est le départ, et il y en a d'autres, on ne va pas tous les citer ici, on n'a pas le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet, ce label, d'avoir une caution tierce qui permet de rassurer et qui permet potentiellement effectivement de vérifier qu'un certain nombre d'engagements concrets sont respectés par l'acteur. Donc cette notion d'engagement client, elle est aussi importante parce que quand on s'engage, derrière, on permet d'avoir une promesse plus importante. La seule difficulté de l'engagement, c'est qu'il faut être en capacité de le tenir derrière, mais ça permet quand même d'avoir un impact client qui est plus important. Et ça montre qu'on a envie de faire davantage que les autres. Donc cette notion d'engagement et de label, elle est intéressante de notre point de vue pour pouvoir affirmer on va dire une orientation plus forte dans la relation client. Dernier point, du coup, la cohérence. Donc, comme je vous le disais en introduction, la cohérence, c'est le fait d'avoir le même message sur plusieurs supports et de manière générale dans la façon dont on parle. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de s'adresser à une personne et 5 minutes après de s'adresser à une autre si on change de support. C'est vraiment le même discours. Donc, puisqu'on file l'exemple de Decathlon, on continue. Eux, ils ont une image qui est la passion partagée du sport et ça se retrouve dans toutes les interactions. Donc, par exemple, sur leur petit chatbot, là, ils disent vous avez besoin d'aide, c'est l'un de nos sportifs qui vous répond. C'est pour vous montrer à quel point ils filent en fait cette idée de dire voilà, nous, on est une communauté sportive. On n'est pas des vendeurs d'articles de sport, on est une communauté de sportifs. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à des sportifs. Et donc là, ça, c'est le message quand on pose une réclamation. Là encore, vocabulaire du sport, enfin, en tout cas de la randonnée. Votre message entame sa randonnée vers notre camp de base. Nos équipes vous répondront plus vite. Suivez bien sa trace, notez ses coordonnées, GPS. Voilà. Et en fait, c'est des petits... Bon, là, c'est du bonus, hein, mais c'est pour vous montrer à quel point la métaphore est filée, en fait. Et l'idée, c'est de se dire, si j'adopte un ton, si j'adopte un discours, une façon de présenter des choses, je vais essayer de la garder sur l'ensemble de mes supports, que ça soit sur du mail, sur du site internet, sur de l'espace client, essayer d'avoir le même vocabulaire et parler des mêmes choses. Que quand on parle d'un bail, c'est bien le mot bail qui est utilisé et pas le mot contrat de location, par exemple. Ou alors l'inverse, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est que ce soit les mêmes mots qui soient utilisés à plusieurs endroits de manière à éviter la confusion. Et là encore, créer du prévisible de manière à ne pas déstabiliser l'utilisateur. On a pris l'exemple de Batigère aussi pour reprendre un acteur de votre univers. Et je reprends le terme qu'employait Agathe, prévisible et cohérence. C'est vraiment important. Et cet acteur, de notre point de vue, l'a bien mis, en tout cas, en lumière, avec en fait une volonté depuis plus d'1 an d'être entreprise à mission. Je ne sais pas s'ils le sont depuis, mais en tout cas, ils l'ont voté l'année dernière, en 2021. Et ils se sont dotés d'une ambition assez forte en termes de responsabilité sociale et environnementale. La difficulté, parfois, c'est qu'on a des ambitions importantes sur ces sujets-là et derrière, ça se traduit par peu d'actions ou par peu de résultats. Et ça peut créer de la frustration chez les clients ou chez les usagers, chez les locataires. Et ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils ont mis en action et en musique cette ambition de manière concrète dans un certain nombre d'initiatives. Donc là, je ne sais pas si vous voyez très bien à l'écran, mais on a remis les principaux piliers de leur politique RSE, de leurs engagements. Et derrière, 2 exemples qui sont communiqués sur leur site web, je vous invite à y aller si ça vous intéresse, qui montrent derrière des actions concrètes qui permettent d'incarner cette ambition. Donc sur la rénovation énergétique, près de 1300 logements qui ont été réhabilités, qui sont maintenant en étiquette C et qui permettent d'avoir 55% d'économies réalisées ensuite en énergie. Et sur des nouveaux logements aussi, une volonté de pouvoir avoir des logements de qualité. Donc là, 1300 logements en étiquette D. Alors vous allez me dire pourquoi c'est intéressant dans le cadre de la relation client, parce que tout simplement derrière, dans les messages que l'on véhicule, que ce soit à l'oral, en service client, mais également par son site web, on montre une cohérence et une ligne conductrice qui est de nature à rassurer entre l'intention que l'on avait et la manière dont ça se concrétise dans les faits et dans la manière de communiquer.
Donc ça, c'est vraiment un sujet important en relation client, c'est la cohérence entre les discours, les ambitions, les raisons d'être, et derrière, ce que l'on véhicule derrière concrètement au quotidien auprès de ses clients ou de ses locataires. Alors, je propose qu'on conclue pour garder du temps justement pour les questions. Donc, globalement, il y a donc l'étude qui a été réalisée par Verton, donc une étude multisectorielle, hein, mais l'idée, c'est qu'on peut en fait classer les entreprises en 3 groupes. C'est les groupes qu'on a mis là. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui sont globalement conformes aux attentes, qui sont dans ce qu'on attend aujourd'hui d'une relation client. Et donc, comme dans n'importe quelle courbe de Gauss, il va y en avoir qui sont plus en avance et plus en retard. Il y en a qui vont être au-delà des attentes et d'autres qui vont être dans ce qu'on appelle du basique, de la relation client basique. Il n'y a personne qui n'a vraiment pas de relation client, ça n'existe plus vraiment. Mais par contre, qu'est-ce qui différencie en fait chacun, enfin, qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être au-delà des attentes ou conforme aux attentes ou basique? Mais en fait, c'est le niveau sur chacun des critères. Donc là, je vais vous les détailler. Et l'idée, c'est que vous puissiez savoir dans quel cas vous êtes. Alors, si vous êtes dans les 5 premières, tant mieux. Vous pouvez être 2 fois dans les premières et ainsi de suite. Peu importe. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous situer. Donc, si on prend la cohérence, par exemple, qu'est-ce qui va être conforme aux attentes? C'est avoir des interactions omnicanales, cohérentes et personnalisées. C'est-à-dire que si je pose un message, on me répond de manière personnalisée. Ça veut pas dire qu'on prend juste mon prénom, hein, ça veut dire qu'on répond vraiment à mon message et que globalement, peu importe le canal sur lequel je me connecte, la réponse serait la même. Peut-être plus longue sur certains supports, mais en tout cas, le fond du message est le même. Si on prend la moyenne basse, cette fois-ci, c'est avoir des interactions hétérogènes. C'est-à-dire que si je contacte par téléphone, je n'ai pas la même réponse que si je contacte par mail. Et au-delà des attentes, c'est carrément avoir des interactions qui sont en cohérence totale avec l'image de marque et que si justement je suis dans une démarche très fortement axée sur que ce soit sur le monde du sport ou autre, la même façon dont seront rédigés le message, on utilisera le vocabulaire spécifique, le champ lexical du sport et ainsi de suite. Voilà. Je fais les 5. Il y a une question, quelle solution proposez-vous pour satisfaire la relation client chez les bailleurs? On peut parler, je te laisse peut-être parler d'Hublot, Agathe, si tu veux. Ouais, au niveau de la cohérence, l'idée c'est que nous, par exemple, dans Hublot, on va essayer, pour rester vraiment sur ce pilier-là, d'avoir les mêmes termes tout le temps. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye de s'y tenir. C'est pas toujours facile parce qu'on est plusieurs et du coup, mais par exemple, comme je vous disais, un bail, pour nous, c'est vraiment juste le document. Par contre, le contrat qui vous lie entre le locataire, le bailleur et son logement, ça, on appelle ça vraiment le contrat de location. Et c'est le terme qu'on va utiliser de manière cohérente, de manière à ce qu'à chaque fois que le locataire a besoin d'accéder à une information qui est relative à ça, elles savent exactement quel est le terme à chercher. Donc ça, c'est au niveau de la cohérence. Au niveau de l'accessibilité, on va faire en sorte d'avoir une plateforme qui est accessible sur n'importe quel support. Elle va être accessible sur téléphone, sur tablette, sur ordi, et à tout temps d'heure, jour, de la nuit. On va proposer des interactions qui soient de permettre aux résidents d'avoir un certain nombre d'actions qu'ils peuvent réaliser directement sur la plateforme, de manière, là encore, à avoir de l'autonomie. Mais par contre, on va aussi limiter certaines actions en lui disant non, prends contact avec ton bailleur, parce que ça, c'est des choses qui passent par l'oral et ce sera beaucoup plus simple que si tu le fais, dans ton coin. Laisse-toi être accompagné, laisse-toi être aidé. Au niveau de la réclamation et de la prise de renseignements, on va avoir un espace de ticketing qui permet au locataire de vous faire remonter des demandes. Là encore, les demandes, on va lui envoyer tout de suite un message qui dit « La demande est bien reçue, elle sera traitée au plus vite. Là, c'est une urgence, on l'envoie à la bonne personne tout de suite. » Ou ça, c'est un renseignement, on vous répond dans la journée, etc. Donc ça, c'est un espace de ce que nous, on appelle du ticketing. Globalement, c'est alors vous pouvez créer des tickets et le résident aussi, mais qui vous permet de vous faire remonter l'information. Et là, on insiste, c'est vraiment sur la considération, c'est de se dire, en tout cas, on essaie de travailler, c'est de se dire que le locataire, s'il vous contacte, s'il fait quelque chose sur la plateforme, il a envie déjà de comprendre ce qu'il fait, il a envie d'être en confiance et surtout, il a besoin d'avoir le minimum d'effort. C'est-à-dire que même dans les choses qui sont compliquées, comme comprendre un contrat de bail,
Mais en fait, on va essayer d'avoir l'approche la plus pédagogique possible. Et on va essayer d'amener nos clients à réfléchir au fait que peut-être que les personnes qui signent ces papiers-là, en fait, bon, déjà, elles ont besoin de logement, donc elles sont dans une situation où il y a une tension pour elles. Et ensuite, c'est des personnes qui ne vont pas forcément être francophones, des personnes qui ne vont pas avoir un haut niveau d'études. Donc, utiliser plein de mots compliqués, c'est difficile à comprendre, en fait, un contrat de bail. Il y a plein de clauses, on ne sait même pas ce que ça veut dire quand on ne travaille pas dans ce milieu-là. Et ça, c'est des choses où on essaye d'inviter son bailleur, enfin, les bailleurs avec lesquels on travaille, à avoir une dimension de plus grande mise à disposition de l'information, plus grande pédagogie, pour permettre d'améliorer tout simplement la relation client et de faire en sorte que les clients soient plus considérés, ou en tout cas se sentent plus considérés par leurs bailleurs, ce qui n'est pas forcément le cas avec tous les bailleurs. Voilà, donc on vous enverra la présentation, hein, donc vous verrez la slide avec la grille, on vous laissera tout ça. Nous, on va juste faire une petite conclusion un peu justement sur la synthèse des enseignements du benchmark. Donc, Patrick, là, je te laisse la main. Ouais, donc effectivement, ce qu'on voit sur l'ensemble des acteurs, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui considèrent la relation client comme quelque chose, on va dire, d'obligatoire et qui n'investissent pas forcément sur ce levier-là parce que c'est pas leur culture ou parce que ils estiment qu'ils n'ont pas à se différencier par rapport à ça. Et il y en a d'autres qui ont décidé vraiment de mettre leur énergie humaine et financière pour que ce soit un axe différenciant dans leur stratégie et pour améliorer aussi la satisfaction de leurs clients. Ce qui est certain, c'est que la qualité de la relation client, elle est quand même assez liée à l'intérêt qu'elle représente à l'interne. Est-ce qu'on y met de l'énergie, donc que ce soit en outils par rapport à ce que disait Agathe sur Hublot, que ce soit en termes d'organisation, en termes de gestion des parcours, en termes de canal, et on voit vraiment des différences entre les acteurs qui ont pris les devants et ceux qui gèrent la relation client comme une activité, on va dire, basique, excusez-moi l'expression, qu'il faut rendre aux autres, mais sans y voir plus d'importance que ça. Il y a un autre sujet pour terminer, c'est que les pionniers ont mis aussi l'accent sur les pratiques managériales, les postures des managers, pour que les postures des collaborateurs ensuite soient efficaces et soient bonnes vis-à-vis des clients. Donc, il y a un sujet aussi de transformation humaine pour s'assurer que, au-delà de l'efficacité et du fond que l'on apporte parcours par parcours, on ait des postures clients et des postures managériales qui permettent à tout le monde de progresser. Ça, c'est un autre sujet qui est vraiment important. Et donc, notre conclusion, c'est que pour se différencier, les entreprises en fait, doivent chercher à passer d'une relation hétérogène à une posture de service. C'est-à-dire que en fait, c'est un positionnement d'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'on a besoin d'un service client, mais qu'il est normal en fait, d'être dans une logique de « je vais aider mon client ». Et pourquoi ? Tout simplement parce que ça provoque chez le client une émotion durable, quelque chose qui reste. Quand on a vécu une mauvaise expérience, ça reste. Et ça, c'est quelque chose qui fait que la personne peut être facilement détracteur et 10 ans après, dire qu'elle a encore passé une mauvaise expérience. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du long terme, quoi. Donc, et c'est vraiment un positionnement, une posture d'esprit, quoi. Je sais pas si tu veux rebondir. Très bien. Ça me va. D'accord. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que voilà, on a tenu le timing. On va essayer de répondre à vos questions. Là, vous avez nos contacts. De toute manière, on vous enverra. Enfin, vous avez accès avec à la presse. Vous avez nos contacts. N'hésitez pas si vous avez des questions et que vous n'osez pas les poser maintenant, mais que vous préférez nous les envoyer plus tard. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose, c'est... Est-ce que vous, de votre côté, vous avez des questions, réactions, des compléments d'information qui vous manquent ? Je vais arrêter la presse pour pouvoir voir s'il y a des retours. Ah, quelque chose qui est en train de... Non, pas de message spécifique. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est en train de... Tout était clair. Bon. Merci beaucoup. Écoutez, dans ce cas-là, on va vous libérer. Si vous avez pas de... Oui, il y a d'autres personnes qui sont en train de... Ah oui, effectivement, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Qui est en train d'écrire.
Non, bah, c'est bon, c'est parfait. OK. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Si jamais de toute manière vous avez des questions, bah, là encore, nous on est multicanaux, hein, donc vous pouvez nous envoyer un mail, un WhatsApp, me contacter sur LinkedIn. Sentez-vous libre, là-dessus, on est à votre disposition, s'il y a quelque chose. Merci à tous. Merci Agathe. Bah, merci Patrick et Au puis, revoir. merci à Emma pour l'organisation. Au revoir tout le monde. Bonne journée à vous.